On dit que la mémoire s'efface doucement avec l'âge, mais que se passe-t-il lorsqu'un simple instant, une émotion brutale, suffit à effacer des années entières de souvenirs? J'ai vécu ce choc. Et ce que j'ai découvert ensuite pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la vieillesse. Je n'oublierai jamais cette nuit où tout a commencé. J'étais certain d'avoir trouvé le repos. Mes volets étaient tirés, la maison silencieuse, mon corps réclamait enfin le sommeil. Et pourtant, à 2 heures du matin précise, mes yeux se sont ouverts brusquement, comme si une main invisible m'avait secoué. Pas de bruit, pas de lumière, rien. Seulement cette sensation étrange d'oppression dans ma poitrine et un vide effrayant dans ma tête. J'ai eu l'impression que quelque chose m'arrachait à moi-même, qu'une part de ma mémoire venait de se dissoudre dans l'obscurité. Ce n'était pas un simple réveil nocturne, c'était une déchirure intérieure. J'ai compris ce soir-là que ma vie venait de franchir une frontière dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je me suis assis au bord du lit, incapable de retrouver le sommeil. Tout autour de moi semblait normal. Le tic-tac régulier de l'horloge, le souffle paisible de ma femme Claire endormie à mes côtés, le silence lourd de notre appartement lyonnais. Mais à l'intérieur de moi, c'était le chaos. Mes pensées s'échappaient comme du sel entre mes doigts, mes souvenirs se brouillaient et une peur primitive s'installait. Et si je perdais peu à peu ce que j'étais? Et si ces trous invisibles n'étaient pas des accidents, mais le signe d'un déclin inexorable? Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai gardé pour moi cette frayeur sourde. Mais les jours suivants, la même scène s'est répétée. Un réveil brutal, à la même heure, la même oppression, la même impression d'être dépossédé d'une part de moi-même. Et plus cela se reproduisait, plus une pensée obsédante grandissait dans mon esprit. Ce n'était pas l'âge. Non, ce n'était pas le simple passage du temps. Quelque chose d'autre, de plus sournois, minait ma vitalité et volait mes nuits. Mais quoi? J'ai commencé à observer chaque détail de ma vie quotidienne. Mes habitudes, mes jettes du soir, mes petits rituels. Et c'est alors que j'ai compris une chose troublante. Parfois, ce ne sont pas les grandes maladies visibles qui nous détruisent, mais de minuscules mécanismes invisibles, si discrets qu'on les ignore, et qui pourtant façonnent notre destin. La peur me tenaillait, mais en même temps, une étrange curiosité naissait en moi. Et si derrière ces réveils nocturnes se cachait une vérité que personne ne m'avait jamais dite? Je vais vous révéler cette vérité dans ce récit, mais je dois vous prévenir. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de voir votre propre santé, vos nuits, votre mémoire et même vos années à venir. Car moi, Pierre, j'ai appris à mes dépens que ce n'est pas l'âge qui détruit le plus, mais l'ignorance des signes invisibles. Avant de continuer et de vous dévoiler la suite, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je puisse partager encore plus d'histoires, de révélations et de conseils qui pourraient transformer votre vie. Ensemble, nous allons creuser plus loin et découvrir ce qui se cache derrière l'ombre. Question pour vous. Pensez-vous que les réveils nocturnes inexpliqués sont A. Un simple effet de l'âge. B. Le signe d'un mécanisme invisible à comprendre. Les jours qui ont suivi furent marqués par une fatigue étrange, comme si chaque nuit m'arrachait une part de mon énergie. Je me levais le matin avec l'impression d'avoir lutté contre une force invisible, et malgré le sourire rassurant de Claire qui m'encourageait à prendre mon café, je sentais mes pensées s'embrouiller. J'oubliais de petites choses. Un rendez-vous noté la veille, le nom d'un voisin croisé depuis des années, parfois même le fil de mes propres phrases. Ce qui n'était autrefois qu'un détail anodin prenait désormais des proportions effrayantes. Moi, Pierre, autrefois si méthodique et organisé, je devenais l'ombre de moi-même. Un soir, alors que je tentais de masquer mon trouble, Claire m'a regardé fixement et a posé sa main sur la mienne. Pierre, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Sa voix tremblait et j'ai compris que mes efforts pour dissimuler ma détresse avaient échoué. J'ai senti ma gorge se serrer, incapable de formuler une explication claire. Comment lui dire que chaque nuit, à 2 heures précises,
Je me réveillais avec la sensation que ma mémoire se fissurait comme une vitre fragile. Comment lui avouer que j'avais peur non seulement de vieillir, mais de disparaître intérieurement, morceau par morceau? Elle a insisté pour que je consulte un médecin. J'ai accepté, presque soulagé à l'idée de pouvoir enfin mettre des mots sur ce mal. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans le cabinet du docteur Bernard, un neurologue réputé à Lyon. Sa salle d'attente sentait le désinfectant et le vieux papier, et chaque minute qui passait semblait alourdir ma respiration. Lorsque je me suis assis face à lui, j'ai tout déballé. Les réveils nocturnes, l'oppression, la perte de mémoire, cette impression insidieuse d'être grignoté de l'intérieur. Il m'a écouté avec attention, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Puis il m'a posé une question qui m'a glacé. À quel moment de la journée remarquez-vous le plus vos troubles? Je n'avais jamais réfléchi à cela, mais en y repensant, c'était toujours le matin, comme si la nuit elle-même me volait quelque chose d'essentiel. Il a hoché la tête et ajouté: ce que vous décrivez ne correspond pas seulement à un simple vieillissement. Il se pourrait qu'un facteur invisible, lié à vos habitudes ou à votre environnement, perturbe vos cycles et fragilise votre mémoire. Ces mots ont résonné en moi comme une énigme, un facteur invisible. Pas une maladie déclarée, pas une fatalité biologique, mais quelque chose de plus discret, plus perfide. J'ai senti un mélange de peur et d'espoir. Peur de l'inconnu, mais espoir que ce mystère puisse être élucidé et que ma vie reprenne un cours normal. En quittant le cabinet, je n'ai rien dit à Claire. J'avais besoin de réfléchir seul, de comprendre ce que signifiait vraiment ce facteur invisible. J'ai arpenté les rues de Lyon au crépuscule, observant les lumières se refléter sur le Rhône, et une certitude grandissait en moi. Il fallait que je trouve la cause, coûte que coûte. Car si je laissais cette ombre m'envahir, je risquais de perdre bien plus que le sommeil. Je risquais de perdre ma propre identité. Les paroles du docteur Bernard ne me quittaient plus. Ce facteur invisible résonnait en moi comme une énigme obsédante. Chaque soir, je me couchais avec l'intention de trouver une réponse, et chaque nuit, à la même heure, l'oppression revenait. Mais cette fois, au lieu de céder à la peur, je commençais à observer. J'ouvrais les yeux dans l'obscurité de notre chambre à Lyon, écoutant chaque bruit, scrutant chaque détail. Ce n'était pas seulement mon esprit qui me tourmentait. Il y avait une présence sourde, quelque chose de presque palpable. Un matin, je l'ai confié à Claire. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a dit doucement: tu ne peux pas combattre seul, Pierre. Laisse-moi t'aider. Ces mots m'ont bouleversé. Moi qui avais toujours porté les fardeaux en silence, je devais admettre que sa présence était mon ancrage. Ensemble, nous avons commencé à revisiter chaque habitude, chaque geste du quotidien. Nous avons changé l'organisation de notre chambre, observé mon alimentation, noté mes horaires de sommeil. C'était une enquête intime, minutieuse, menée à deux. Au fil des jours, une évidence s'est imposée. Mon corps n'était pas en train de céder au hasard du temps, mais il réagissait à des signaux que je ne percevais pas. Un soir, Claire a posé une question simple, mais qui a tout déclenché. Et si ce n'était pas ton âge, mais quelque chose autour de toi? Cette hypothèse m'a saisi. Et soudain, j'ai compris que je devais affronter cette vérité. Peut-être que l'ennemi n'était pas en moi, mais dans mon environnement. J'ai commencé à remarquer les détails que j'ignorais auparavant. La lumière bleutée de l'écran que je consultais tard le soir, le souffle irrégulier du chauffage qui asséchait l'air, même les odeurs familières de la pièce semblaient soudain suspectes. Tout pouvait être ce fameux facteur invisible. Ce constat n'a pas calmé mes angoisses. Au contraire, il les a amplifiées. Mais il m'a aussi donné une force nouvelle. Celle de ne plus être victime, mais chercheur de solutions. Je me suis souvenu d'une phrase du docteur Bernard. Le cerveau est comme un jardin. S'il est mal entretenu, les mauvaises herbes prennent le dessus. Alors, chaque jour, j'ai commencé à cultiver ce jardin. Je me suis imposé de courtes marches au lever du soleil.
J'ai repris un vieux carnet de notes pour stimuler ma mémoire et surtout, j'ai réappris à respirer profondément quand l'oppression me surprenait. Ces gestes simples avaient quelque chose de dérisoire, mais ils redonnaient à ma vie un rythme. Pourtant, au fond de moi, je savais que le chemin était encore long. Je n'avais pas trouvé la clé du mystère, mais j'avais franchi un cap, celui de regarder en face ce qui m'effrayait. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti que mon combat n'était pas seulement le mien. Il devenait une quête que je devais partager, non seulement avec Claire, mais peut-être avec d'autres. Ceux qui, comme Moyawat, vivent dans le silence de leurs nuits interrompues, craignant que leur mémoire ne s'efface à petit feu. Le jour où j'ai décidé de retourner voir le docteur Bernard, je portais en moi un mélange d'appréhension et de soulagement. Après des semaines à chercher seul, à observer chaque détail, à traquer ce facteur invisible, comme une ombre insaisissable, j'avais enfin compris que je ne pouvais avancer sans l'aide de quelqu'un qui possédait une vision plus large que la mienne. Dans la salle d'attente, les visages fatigués des autres patients semblaient refléter ma propre angoisse. J'avais peur que mes trous de mémoire, mes réveils nocturnes et cette oppression sourde ne soient les premiers signes d'une déchéance irréversible. Pourtant, une petite voix intérieure me disait que ce n'était peut-être pas une fatalité. Quand je suis entré dans son cabinet, le docteur Bernard m'a accueilli avec une bienveillance désarmante. J'ai parlé sans filtre, racontant mes nuits interrompues, mes sensations étranges, et surtout ce poids invisible qui me volait ma sérénité. Il m'a écouté longuement, notant chaque détail, sans m'interrompre. Puis, après un silence, il a prononcé ces mots. Pierre, votre corps vous envoie des signaux que vous ne pouvez plus ignorer. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir une condamnation, c'est d'apprendre à les décoder. À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Toute ma vie, j'avais interprété mes faiblesses comme des menaces, comme une défaite. Mais pour la première fois, je comprenais que ces signes n'étaient pas là pour me détruire, mais pour me guider. Le docteur a parlé de la mémoire comme d'un organe vivant, sensible aux émotions, aux habitudes, au stress accumulé. Il a insisté sur l'importance d'un équilibre subtil. Respirer, marcher, nourrir l'esprit autant que le corps, mais aussi retrouver une paix intérieure que j'avais perdue depuis longtemps. Claire, présente à mes côtés, serrait ma main avec force. Je voyais dans ses yeux un mélange de crainte et d'espérance. Elle aussi attendait ses réponses, peut-être encore plus que moi. Le docteur Bernard nous a confié un protocole simple, presque trop simple pour sembler efficace. Instaurer des rituels réguliers, limiter les stimulants, pratiquer de courts exercices de concentration chaque jour et surtout apprendre à nommer ce que je ressentais au lieu de le refouler. Ce n'était pas une ordonnance médicale classique, mais plutôt une réconciliation avec moi-même. En sortant du cabinet, l'air de Lyon me sembla différent, plus vif, plus lumineux, non pas parce que mes problèmes avaient disparu, mais parce que je savais que je n'étais plus prisonnier d'un destin inéluctable. J'avais désormais une clé, une voie à suivre. Pourtant, ce chemin ne serait pas facile. Je devrais affronter mes propres résistances, mes habitudes profondément ancrées et cette peur intime d'oublier qui j'étais. Mais une chose avait changé. Je n'étais plus seul. Claire marchait à mes côtés et dans ma poche, les paroles du docteur Bernard résonnaient comme une boussole. Je savais que la suite serait décisive. Mon combat ne se jouait plus seulement contre le temps, mais pour la vie elle-même, dans toute sa plénitude. Et au fond, c'était peut-être cela, le vrai secret. Apprendre à transformer chaque fragilité en force, chaque signe de faiblesse en un appel à vivre autrement, plus intensément. Les jours qui ont suivi cette rencontre avec le docteur Bernard ont marqué un tournant décisif dans ma vie. Ce n'était pas une transformation brutale, mais plutôt un processus discret, presque imperceptible, qui s'installait peu à peu dans mes habitudes. Chaque matin, je m'efforçais de mettre en pratique ces recommandations. Quelques minutes de respiration consciente, un court exercice de concentration, une marche dans le quartier de Lyon où les façades anciennes semblaient me rappeler
que le temps pouvait être un allié et non un ennemi. Au début, j'avais du mal à croire que ces gestes simples puissent avoir un impact réel. Pourtant, je sentais progressivement une clarté nouvelle émerger en moi. Les réveils nocturnes, bien qu'encore présents, perdaient de leur intensité. Ma mémoire, que je croyais condamnée à s'effriter, me surprenait parfois par des éclairs de précision inattendus. Je redécouvrais des sensations enfouies, comme la chaleur d'un souvenir d'enfance ou la saveur oubliée d'un plat préparé par ma mère. C'était comme si, sous les couches d'angoisse et de fatigue, une partie de moi cherchait encore à vivre pleinement. Claire fut mon pilier dans ce cheminement. Elle ne me jugeait pas, ne m'imposait rien, mais sa simple présence suffisait à renforcer ma détermination. Chaque soir, elle m'écoutait raconter mes progrès, mes difficultés, mes doutes. Parfois, nous en rions ensemble, comme deux complices qui affrontent une tempête en se tenant la main. Je compris alors que le véritable combat n'était pas seulement médical ou psychologique, mais profondément humain. Retrouver la capacité d'aimer et de me laisser aimer malgré mes failles. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc au bord du Rhône, j'ai confié à Claire une peur que je n'avais jamais osé exprimer, celle de disparaître, non pas physiquement, mais dans la mémoire des autres. Elle m'a regardé longuement et m'a répondu: Pierre, on ne disparaît jamais quand on vit sincèrement dans le cœur de ceux qu'on aime. Ces paroles m'ont bouleversé plus que n'importe quel diagnostic. Elles résonnaient comme une vérité simple, mais fondamentale. Ce n'était pas seulement ma mémoire que je devais préserver, mais la trace de mon passage dans la vie des autres. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir ma condition autrement. Non plus comme une malédiction, mais comme une invitation à réinventer ma manière de vivre. Les exercices, les rituels, les conseils médicaux étaient essentiels, mais ils n'étaient qu'une partie du chemin. L'autre partie, la plus profonde, résidait dans ma capacité à transformer ma fragilité en une force de connexion. Je découvrais que chaque instant pouvait devenir un espace de présence, une façon de dire au monde: je suis encore là, pleinement vivant. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir vaincu définitivement mes troubles. Mais je sais une chose, j'ai appris à les apprivoiser, à les comprendre, à les utiliser comme un miroir de ce qui compte réellement. Si je devais résumer ce voyage, je dirais qu'il m'a appris la leçon la plus précieuse. Il ne s'agit pas de fuir la peur de l'oubli, mais de cultiver chaque jour la mémoire de ce qui rend la vie digne d'être vécue. En regardant en arrière, je réalise que mon histoire n'était pas seulement celle d'un homme confronté à ses pertes de mémoire, mais bien celle d'une renaissance. J'ai découvert, grâce à Claire, au docteur Bernard et à mes propres efforts, qu'il est toujours possible de retrouver une vitalité nouvelle, même lorsque l'on pense que tout est perdu. Ce chemin, parfois douloureux, m'a appris que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une invitation à ralentir, à se recentrer et à vivre pleinement chaque instant. La mémoire, qu'elle soit vive ou vacillante, n'a de sens que si elle sert à nourrir le lien avec les autres. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Nous ne vivons jamais seuls, mais dans les regards et les cœurs de ceux qui nous entourent. À tout âge, nous pouvons choisir de cultiver cette présence et c'est cela qui donne à la vie toute sa valeur. Et vous, qu'en pensez-vous? Question. Selon vous, qu'est-ce qui aide le plus à préserver sa mémoire? A. Les exercices réguliers. B. Les relations humaines et l'amour. Écrivez votre réponse, A ou B, dans les commentaires. Et vous, quelle est votre opinion personnelle sur ce sujet? Partagez-la en commentaire pour que nous puissions tous réfléchir ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et de nous donner la motivation de créer encore plus de contenu utile et inspirant.